Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Le suicide, pour moi, de l'Europe continue. D'abord, on a eu une révélation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, on a eu cette feuille de route du gouvernement américain qui a été publiée, qui présente sa stratégie en politique étrangère. Qu'est-ce que c'est ? C'est un document de 33 pages. Vous le trouvez traduit en français très facilement sur Internet et qui dit en réalité quelle est la vision du monde des États-Unis. Alors, comme d'habitude, on a expliqué que Trump exagérait, que Trump nous méprisait. Mais il y a une page, c'est la page 25, quand même sur 33 pages, qui est consacrée à l'Europe. Déjà, c'est pas grand-chose, hein, 25, une page sur 33. Et alors, quand on écoute nos chroniqueurs officiels, ce qu'il a dit est un scandale. Et pourtant, sans être trumpiste, et vous le savez, par moments, il part d'un constat qui est là, et là, c'est tragique. En 1990, l'Union européenne représentait 25% du PIB du monde. Le quart du PIB du monde, c'était l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est 14%. C'est-à-dire qu'en 25 ans, on a perdu 10%, quasiment la moitié presque de ce que nous représentions en termes économiques dans l'économie mondiale. Voilà. Ça devrait quand même faire réfléchir, parce que quand tous les jours on nous répète qu'à 27, on est plus fort, qu'à 27, on résiste mieux à la concurrence, qu'à 27, on pèse de plus en plus. Ben, la réalité, c'est pas Trump qui la rappelle, c'est les chiffres qu'il cite, c'est qu'on a perdu 10% de ce que nous représentions dans l'économie mondiale depuis 1990. Je rajouterai que depuis 1990, et c'est à mon avis l'une des sources du problème de l'Europe, l'Europe s'est considérablement élargie, avec un élargissement en 2004 qui a été fait à 10 pays, Chypre plus 9 pays de l'Est Union européen, et un élargissement qui, à mon avis, était trop précoce, en partie pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons politiques. C'est que quand l'Union européenne s'est formée, les 6 pays de départ n'avaient plus de contentieux entre eux, n'avaient plus de problèmes, j'allais dire, géopolitiques. La France et l'Allemagne s'étaient réconciliées, cette réconciliation était sincère. En 2014, on a importé dans l'Union européenne, admis dans l'Union européenne, 9 de ces 10 pays qui avaient un contentieux évident avec leurs grands voisins russes. Et depuis, on est en train, j'allais dire, de vivre avec ce contentieux. Ils ne sont pas responsables, je le dis tout de suite, c'est l'histoire. Mais peut-être on aurait dû laisser un tout petit peu de temps pour que l'histoire se cicatrise. Or, aujourd'hui, on est en plein drame. Je répète une fois de plus, et je pense que malheureusement, l'histoire me donnera raison, que pour moi, cette crise ukrainienne est à l'Union européenne ce que la guerre en Afghanistan fut pour l'Union soviétique, c'est-à-dire le début de la fin. Voilà, au début, quand j'ai commencé ces chroniques il y a bientôt un an, en général, je me faisais allumer par vos auditeurs qui disaient d'accord, vous critiquez, mais pourquoi vous ne sortez pas de l'Union européenne ? Ben, je vais pas les rassurer, mais je vais leur dire que peut-être l'Union européenne, qui est en train de sortir de l'histoire, va probablement petit à petit s'asphyxier. C'est ce qui est en train de se passer à cause d'abord de son agrandissement perpétuel. Je vous rappelle qu'on veut s'agrandir désormais encore à une dizaine de pays, qu'on n'en a pas les moyens. Je le cite là aussi toujours, l'Union européenne, c'est 9 à 10 États qui payent, 17 à 18 qui touchent. Voilà. Chaque élargissement de l'Union européenne, sachez, chers auditeurs français, que c'est nous qui payons 18,5% des dépenses. Nous sommes le deuxième contributeur après l'Allemagne. Et puis surtout parce que on se met, depuis ces élargissements, des obligations géopolitiques extraordinaires qui vont nous couler. Et la dernière, elle vient cette semaine. Eh bien, je vous signale que la session parlementaire va commencer cet après-midi à Strasbourg. J'y serai bien sûr. Nous avons décidé tout simplement de voter pour interdire le gaz russe. Alors vous me direz, interdire le gaz russe parce qu'on est en période quasi de guerre, c'est logique. Sauf que ce qui est extrêmement grave, c'est que cette résolution ce que nous allons voter, c'est en réalité pour l'interdire définitivement. C'est-à-dire que les textes sont très clairs, c'est un commissaire danois qui le présente. Il ne s'agit pas de ne plus acheter de gaz russe en Union européenne jusqu'à la fin du conflit, mais même quand la paix sera revenue,
on doit s'interdire par avance d'acheter du gaz russe, qui, je vous le rappelle, est plutôt un gaz propre. C'est pas un gaz de schiste comme celui qu'on achète aux États-Unis. Et d'autre part, qui est un gaz propre, proche et pas cher. Donc, pour l'avenir, eh bien déjà, l'Union européenne dit, même quand la paix sera signée, on continuera à acheter une énergie plus chère pour surtout pas acheter du gaz russe. Alors, il y a quand même quelques pays qui ont la tête sur les épaules et qui disent tout ça est quand même excessif. Et là où on voit que l'Union européenne désormais fonctionne complètement à l'envers, c'est qu'on est dans un coup d'état juridique permanent. Il me reste 3 minutes, qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans l'Union européenne, vous savez qu'il y a 2 méthodes pour prendre les décisions. Les décisions à l'unanimité, qui sont normalement les grosses décisions, et les décisions à la majorité, qui sont normalement les décisions secondaires et les accords commerciaux. Or, désormais, dès qu'il y a une question, on contourne en disant « Ah mais oui, mais si on ne peut pas passer à la majorité parce qu'il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, bientôt la Tchéquie qui vont bloquer, si on ne peut pas passer à l'unanimité, eh bien, on va expliquer que ce n'est pas une question primordiale et que c'est une question commerciale. Donc, alors que prendre la décision de se priver définitivement et pour les années à venir de gaz russe, c'est une décision purement énergétique et donc ça relève de l'unanimité, eh bien l'Union européenne dit non, c'est une décision commerciale et donc c'est la majorité. Et voilà comment, une fois de plus, on contourne les textes de l'Union européenne, comme ça me fait la transition avec peut-être le sujet suivant, comme on l'a fait pour le Mercosur. Puisque je vous rappelle que le Mercosur, M. Macron nous a dit jamais on le signera, on a besoin de l'unanimité. Et il avait raison, sauf qu'on avait besoin de l'unanimité parce qu'au départ, c'était un accord politique. Je reprends, qu'il y ait accord politique avec un volet économique, ça nécessitait l'unanimité. Mais Mme von der Leyen est pas à l'abri est douée pour faire des entourloupes qui sont quand même dramatiques. Eh ben, elle a dit mais non, il n'y a plus d'accord, il y a un accord politique et un accord économique. Et donc l'accord économique, c'est que le Mercosur. Eh bien, dans ce cas-là, on peut le passer à la majorité qualifiée et la France peut se rouler par terre. On peut expliquer que nous sommes en train de prendre des clauses de sauvegarde. En réalité, ces clauses seront bafouées. Et donc, on est dans la période des vœux. Eh bien, si j'avais un seul vœu à faire, si vous le permettez, c'est que les Français ouvrent les yeux. On a une Union européenne qui est en train de se doter dans tous les domaines de pouvoirs qui ne sont pas les siens, de prendre des décisions dans des méthodes qui sont totalement illégales au regard des traités, mais comme on tourne et on contourne les traités dans tous les sens, désormais tout est commercial, et bien ça permet d'adopter tout quasiment à la majorité qualifiée, eh bien on va vers une catastrophe. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on verra ça à la rentrée. Je vous rappelle aussi que cette semaine, on va voter un texte pour, entre guillemets, en tordant là aussi le droit, pour donner un peu moins de 200 milliards à l'Ukraine, un peu moins de 200 milliards, je le répète, à l'Ukraine, en se servant des avoirs russes gelés. Ceci est quasiment illégal. La Belgique ne voulait pas le faire, puisque c'est la Belgique qui, en ce moment, a l'organisme qui reçoit ces fonds. C'est pas grave, on va passer outre. Et puis, c'est pas grave, je vais vous dire pourquoi. Parce que même si on est condamné, ce qui est à mon avis, probable à 60%, voire 80% de chance, on sera condamné le temps que toute la justice arbitrale et internationale fasse son boulot dans 15 ans. On laisse la dette à nos enfants. Cette fois, elle est de 200 milliards.